Il faut former des hommes avant de former des soldats. J'ai été exclu du Britannique. Quelle est la volonté de donner une éducation militaire? En classe de 5e déjà, on traîne avec des AKM et on tire. Ishak face à 30 ans de rap. Le rap, c'est une musique de combat. On ne sème jamais en vain dans la tête des jeunes. Les jeunes rappeurs ne prennent pas conscience de leur impact. Il revient pour parler, pour dire sa vérité, sa vision. J'ai toujours eu le sentiment que c'est une simulation. Les examens, les diplômes, tout ça. Je ne veux pas demander à quelqu'un de me donner son diplôme pour savoir s'il sait faire ceci ou cela, non. Tu t'envoles pour la France pour poursuivre tes études. La France et les Français, c'est pas la même chose. C'est quoi l'ancien album dans les années 2000? J'ai vu qu'on vendait des CD à 7 000, à 10 000. Ouais. Tu sors un EP. Ce projet, il prendra quelle forme? Cotonou Boy Show. Il y a des artistes qui courent après l'époque et il y a ceux qui marchent à côté d'elle. Ishak fait partie de ceux-là. Pionnier du rap béninois, ancien du Prytanée militaire, poète urbain, il a traversé les débuts sans mode, les silences sans bruit, les mutations d'un genre qui est devenu une industrie. 30 ans plus tard, il revient, pas pour refaire le passé, ni pour occuper l'espace, mais il revient pour parler, pour dire sa vérité, sa vision. Dans cet entretien, il y aura 2 temps. D'abord l'homme, son parcours, ses choix, ses renoncements. Puis un face-à-face plus rare, plus original, Ishak face à 30 ans de rap. Une conversation sans complaisance avec la musique qu'il a construite et parfois blessée. Ici, on ne cherche pas le buzz, on cherche la trace. Oyonambe Nastinesta. Mes amis m'appellent Daniel cause I sleep, where the lions eat. Bienvenue dans le Cotonou Boy Show d'Ishak. Salut Ishak. Salut Nastinesta. Comment vas-tu? Bien. C'est vraiment un plaisir de t'avoir là. Parce que je suis sûr que je vais apprendre beaucoup de cette conversation et ceux qui nous écoutent vont apprendre beaucoup de cette conversation. Parce que tu es dans la musique depuis assez longtemps pour avoir vu passer assez de choses et on va dire que tu es une bibliothèque. Hein? On peut supposer. On peut supposer. Ok. C'est un plaisir aussi pour moi d'être là. Merci. Alors, on te présente comme pionnier du rap béninois. Est-ce que tu te reconnais dans ce mot? Fatalement. Fatalement, oui. On était au début, on n'a quasiment rien fait pour ça, à part naître à une certaine période. Donc oui, je suis un pionnier. Et on a aussi vu les débuts de cette musique-là même, ce style-là même. Donc oui, j'accepte. Ouais. Ouais, tu fais partie des pionniers du rap, même en général, et du rap, comme tu dis que tu as vu naître. Okay. Je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, ici au Bénin, oui. Okay. On était au début. On a côtoyé ceux qui étaient au début aussi dans la sphère francophone. Donc oui, on est des pionniers malgré nous. Ok. Alors, là, on est dans les années 80, 90 quand tu commences? Non, quand je commence à croiser des choses qui ressemblent à du rap. Oui. Ok. Il y a tout ce qui est funk américain, tout ça. Mais justement, ta jeunesse, ton enfance, avant le rap, avant tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a que je suis né à Alédio. C'est autour de Bassila. Ok. Dans le nord-ouest du Bénin. Et à peine 1 an, on est descendu à Cotonou, raison professionnelle du parrain, du père. Et donc, enfance classique, je dirais, à Tokplekbe, PK6, à Kwakwa. Donc là-dedans, école primaire, Tokplekbe, les classes, ainsi de suite. Et après, il y a ce qu'on appelle le CFEB, qui est le CEPE maintenant. Voilà. Arrivé à cette étape-là, concours, admission pour le Prytanée militaire. Donc je décale de Cotonou pendant 5 ans. Ok, donc tu fais tout ton collège, lycée au Prytanée? Oui. Ok. La fin, non. Okay. Parce que moi, j'ai quitté le Prytanée je me rappelle même plus l'année. Mais je suis venu finir, en fait, à Cotonou. Okay. C'est là où j'ai croisé d'autres gens, rencontré d'autres choses. Et j'ai pu laisser libre cours à cet art-là, cette musique-là. On a reçu Sergent Marcus, qui nous a dit que vous vous êtes croisés au Prytanée militaire. Et que tu en es pour quelque chose dans sa carrière de rappeur.
Je suis souvent flatté quand il le dit comme ça. Ouais. Sinon, concrètement, on avait une passion commune. Et moi, j'étais parmi ceux qui ne démordent pas quand ils ont quelque chose dans le viseur. Donc, j'accumulais beaucoup d'infos. Ouais. Que ce soit dans les journaux qui étaient à disposition au CCF à l'époque, que ce soit à la radio, Africa numéro 1, RFI, les Malik Boulibaï, il y avait aussi un mec excellent qui était là avant Claudiciard, Gilles Aubringer. Oui. Voilà, tous ceux-là étaient ceux qui peuplaient un peu mon univers. Et à chaque fois, quand on décrochait, on rentrait pour les vacances quand on était au Prytanée. Ouais. Dès qu'on rentrait, moi je me nourrissais à gauche, à droite, dans tous les sens. Ouais. Et dès qu'on y retournait, il y avait de la matière pour digérer, méditer, pratiquer. Ouais. Donc c'est un peu ça. Donc s'il dit que je suis bof, c'est surtout qu'on s'est côtoyé à une époque où c'était fertile, c'était pétillant. Oui. Alors, tu étais quel genre d'élève? Parce que j'imagine que si tu as au CEP, si tu as décalé au Prytanée militaire, c'est que tu étais une tête. Parce que le Prytanée est réputé pour être un centre d'excellence en termes d'éducation. Oui. Oui. Mais bon, j'étais un élève à deux faces. Ok. Quand quelque chose m'intéressait, je performais. Et quand ça ne m'intéresse pas, c'est très difficile de me faire m'asseoir. Ouais. Donc, à l'école primaire, il n'y a pas grand-chose. Mathématiques, histoire, machin. Donc oui, on était parmi ceux qui étaient en tête. Donc, dans le lot, dans chaque département, on appelait ça province, je crois. En tout cas, on en prenait 6, on en prenait 5 fois 6, qui faisait une promotion de 30 pour aller au Prytanée. Donc, oui, mon parcours scolaire, à cette époque-là, c'était classique. Ouais. Mais le Prytanée, c'est la rigueur, c'est le silence, c'est la discipline. Qu'est-ce que cette formation-là a construit en toi? Je risque de commencer par la fin, si je dois répondre à cette question. En bout de course, je suis sorti du Prytanée en tant que soldat. Le soldat, pourquoi on formate un individu lorsqu'on veut le mettre sous le drapeau? C'est parce qu'il y a besoin de laisser tomber certaines crispations, désensibiliser la personne, la formater pour avoir un état d'esprit de... Ce n'est jamais la fin, quoi. C'est-à-dire, la vie est un problème, il faut le résoudre, il faut. Voilà. C'est ce type, en fait, d'état d'esprit que moi j'appelle soldat. Donc, je suis sorti du Prytanée soldat, et je pense que jusque dans mon tombeau et dans mes prochaines vies, je serai un soldat. Ouais. C'est ce que le Prytanée a fait de moi. Donc, beaucoup de rigueur, de discipline, d'effort. Physiquement, je le remarquais quand je venais en vacances. En fait, je cours beaucoup plus, je fais beaucoup plus de pompes que mes potes. Physiquement, je suis beaucoup plus résistant. J'ai constaté, en fait, comme ça que, en fait, là-bas, il y a le fait de tous les jours, en fait, être... Mais c'est quoi la formation au Prytanée militaire? C'est toute l'instruction académique classique, plus l'instruction militaire. Ok. Donc, on a tous les cours que les autres ont, on passe les mêmes diplômes. Mais en plus aussi, il y a l'instruction militaire sanctionnée en 2 étapes. La première étape, BPME, qui est en 4e, et le BPMS en première, qui est censé correspondre en fait en 4e, c'est comme si tu passais caporal dans l'armée normale. Okay. Et en première, c'est comme si tu passais sergent. Okay. Donc c'est ça l'instruction. On apprend tout ce qu'il faut apprendre à un soldat, l'ordre serré, l'armement, le maniement des armes, le combat, la topographie, tout ce qui fait un soldat en fait. Okay. Mais on commence tôt, donc dans la tranche de 10-11 ans. On est plongé dans... Parce que le Prytanée militaire est au beau milieu d'un camp de parachutistes. C'est le centre d'instruction des paras. Okay. Donc il y a une ambiance un peu sèche, dure, féodale un peu. Voilà. Donc ça permet de... Il n'y a pas beaucoup de distractions. Donc on est focus. Et ça permet aussi de constater que ce qu'on exige de toi en termes d'effort, quand tu regardes autour, tu vois ce que les parachutistes vivent, tu te dis, oh, c'est pas trop ce qu'on me demande par rapport à ce que je vois là. Et c'est un peu ça.
Ok. Et qu'est-ce que, à contrario, ça a fragilisé ou ça a mis sous tension chez l'homme que tu es devenu? J'ai essayé de formuler ça entre-temps et je disais aux Britanniques, moi, le seul reproche que je pourrais apporter, c'est qu'il faut former des hommes avant de former des soldats. Je le dis ainsi parce que j'ai des collègues qui sont, enfin plein, qui sont des officiers dans l'armée, mais je vois aussi, puisque je les connais depuis en bas, ben, il y a, au niveau homme, il y a eu trop de parties d'eux qui ont été, je ne vais pas dire bridées, ou des parties mises de côté, voilà. Ouais. Donc moi, je me disais, bon, il faut surtout former des hommes. Surtout que c'est des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans qu'on amène. Il y a besoin de figures paternelles qu'on remplace en fait par le drapeau, l'armée. Nous sommes des enfants du drapeau. Donc, dans l'état d'esprit aussi. Hein. Et donc, ce que moi je reprochais, c'est qu'il manquait... Mais on a eu quelques encadrants qui, par défaut, on remplit un peu cette position-là d'être la personne qui te parle, d'homme à homme, de parent à enfant, et pas de chef à... Voilà. Donc c'est ce petit aspect, mais fatalement, il faut payer le prix, rien n'est parfait, voilà. Oui. Mais ça, c'est une question que j'ai toujours eue, parce que quand j'ai passé le CEP, j'ai un ami qui était premier de l'Atlantique, qui a été au Prytanée militaire, et... Peut-être que tu as la réponse. Pourquoi Pourquoi ce type de formation-là pour les premiers? Quelle est la volonté de donner une éducation militaire, pas seulement d'éducation intellectuelle? Bon, deux choses. Primo, l'objectif, dans le fond, des Prytanée, il y en a un peu partout. Et à l'image de la France où on a tout copié, mais le principe du Prytanée, c'est de faire l'élite de l'armée. C'est ça le principe. Donc pour faire l'élite, on prend la tranche supérieure à moyenne, à la base. Il y a des gens qui n'étaient pas dans cette tranche au niveau CEPE, mais qui après sont devenus des... Voilà. Donc c'est juste une question de momentum. À ce moment, on prend ce qu'on suppose avoir un potentiel qui les projette dans cette tranche-là. Et pourquoi on prend les meilleurs? C'est pour maximiser le potentiel. C'est-à-dire, on sait que, bon, si celui-là, il performe dans toutes ces matières-là, etc., potentiellement, on pourra le déployer encore plus avec la discipline. Il y a beaucoup de distractions dans le monde. L'intérêt des internats et de l'ambiance militaire, c'est de verrouiller en fait tous ces aspects-là et de permettre à l'individu de sortir le maximum de son potentiel. Et sortir du Prytanée, ce n'est plus, on ne devient plus un soldat classique dans l'armée. Qu'on le veuille ou non, on devient un grand frère. On devient quelqu'un qui tient la main de ses petits frères. Parce que le drapeau du pays a dépensé de l'attention, s'est occupé de toi un peu plus que d'autres enfants du drapeau. Et donc, ce que tu dois au drapeau de ce pays, c'est de rendre un peu ça. De rendre un peu le fait qu'on est... Voilà, tout ce monde-là qui avait autour de vous, tu ne sais pas s'ils étaient bien payés, quelles étaient leurs vies, mais ils remplissaient leur mission qui était de vous encadrer, de vous instruire, de vous pousser au maximum dans le sport, dans le combat, dans toutes les matières, de vous pousser. Mais à l'arrivée, en fait, on fabrique des gens qui ont le souci du pays, du drapeau. Cette grosse abstraction-là qui nous fait halluciner tous. Mais là, ça devient sérieusement réel. On constate que, ah oui, en fait, un groupe, une communauté, c'est un projet, c'est du sacrifice, et il y a des gens qui doivent payer le prix pour que les choses se passent. Et on vous conditionne, on vous prépare en fait à vous dire que
ouais, j'ai quelque chose à rendre à ce pays, peu importe les directions, parce que le Prytanée n'est pas fait pour former que des militaires. Oui. Dans la base même comment on dit, de la fondation de cette école, l'objectif était clair. C'était de faire des gens compétents dans leur domaine, si possible, parmi les meilleurs, mais dans tous les domaines. Militaire, parce que c'était l'ambiance de l'époque aussi. Ouais. Le Prytanée a été créé dans une ambiance marxiste-léniniste, militaire, tout ça. Donc on voyait les militaires comme ceux qui allaient diriger le pays. Donc il fallait la meilleure qualité possible. Donc c'est toutes ces... Comment on dit ? Tous ces facteurs-là. Voilà. Ok. Et à quel moment tu as compris que ton chemin serait différent de celui du Prytanée, de ce pourquoi tu avais été programmé, on va dire? À quel moment tu as hacké le système? Bon, je ne sais pas exactement. Moi, je suis parti, j'ai quitté le Prytanée, j'ai été exclu du Prytanée. Ok. Pour mauvais résultats. Ok. Attends que je t'explique. Quand je dis que j'étais un élève à deux faces, c'est qu'il y avait par exemple, des matières dans lesquelles il suffit que je suive un cours et la prochaine fois, je vais chercher les cours de ceux qui sont dans la classe de devant parce que j'ai capté. Et je rentre dedans profondément. Par contre, et puis le but aussi de ces systèmes-là, c'est pas de faire des gens qui ont la même tête. Hein. On veut différentes sortes de personnes. Ok. On veut des gens qui... Ah oui. Parce que... non, un groupe uniforme, il n'est pas optimal. Il faut, dans un groupe, des géants, des gens minces, des gens qui courent beaucoup et vite, des gens qui peuvent fracturer des portes, des gens qui peuvent porter des armes lourdes très longtemps. On veut différentes sortes de personnes. Des gens qui s'énervent vite, des gens qui sont très très calmes, des gens... Voilà, on veut ça. Bon. Mais nous, la configuration que moi j'avais... Même à l'époque, à l'école, c'était le gars réputé intelligent, mais qui est particulier. Bon, mais c'est l'art, en fait, qui habitait depuis le départ. Oui. Donc, arrivé en troisième, moi, j'avais 12 de moyenne. Parce qu'il y a comment on dit, cette ligne conductrice, là aussi, je n'ai jamais attaché de l'importance aux validations extérieures du type diplôme. Ok. De tout temps, moi, j'ai toujours eu le sentiment que c'est une simulation. Les examens, les diplômes, tout ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu aimes, où tu veux aller, qu'est-ce que tu construis. Et devant une situation, fais-nous une preuve par l'action. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas demander à quelqu'un de me donner son diplôme pour savoir s'il sait faire ceci ou cela. Non. Preuve par l'action. Voilà la configuration, montre-moi que tu peux ou pas. Donc, c'est ça. Et c'est donc ce qui a fait que, dès le départ, je le sentais, hein, que, bon, j'aimais ça. Ouais. J'aimais beaucoup le contexte militaire, j'adorais ça. Et tous ceux qui sont passés là-bas te le diront, quand on commence à tirer, et ça se passe souvent très tôt. En classe de 5e déjà, on traîne avec des AKM et on tire. À ce moment-là, il y a une fascination bizarre qui s'installe dans ton cœur. Tu te dis, ah ouais, en fait, le truc c'est ça. Et on commence à kiffer véritablement de se trimballer avec des armes, dormir en brousse, d'être largué, un peu perdu dans la brousse, de prendre une carte et de se retrouver pour revenir. On commence à aimer. Moi, j'aimais beaucoup cet univers, cette ambiance. Mais bon, quand j'ai dû partir, curieusement, quand je fais un flashback, ça ne m'a pas affecté particulièrement. Parce qu'il y avait une espèce de continuité dans mon esprit par rapport à ce qui me... Voilà, les tripes, ce qu'il y avait dans mes tripes. Et donc, j'ai poursuivi. J'ai d'abord fait le CSP. Ok, quand tu reviens à Cotonou, tu fais le CSP. Avant de finir à Jean Mermoz pour passer le bac. Et j'ai connu des personnes magnifiques pendant cette période-là. Des gens qui vibraient haut aussi, quoi, qui pétillaient. Donc ça me stimulait, même dans le rap et tout le reste.
Bah alors, quand tu reviens du Prytanée militaire, tu arrives à Cotonou, c'est pas du tout la même ambiance. Pas du tout. Il faut se recalibrer. Ouais. Et comment tu arrives à te recalibrer après 5 ans au Prytanée? Ça prend un peu de temps. Oui. Ça prend un peu de temps. Il faut quelques mois minimum et boucler 1 an au moins avant de refaire ses bases dehors. Ouais. Parce que à l'intérieur, on te dit fais ceci, tu fais. On ne parle pas. Ouais. Mais dehors, tu te rends compte que en fait, les gens ils discutent des choses 1000 ans inutilement. Mais il faut accepter ça déjà. Ici, on discute. Là-bas, le supérieur, il te dit, c'est fini. Tu exécutes, ça. Ouais. Mais ici, on tergiverse 1000 ans pour en venir à... déjà, ça, il a fallu commencer à l'intégrer. Ouais. Ensuite, il y a aussi... J'étais tenté par régler les problèmes de façon un peu dure. Ouais. Et non. Là-bas, tu déconnes, tu tapes des pompes jusqu'à pleurer. Ouais. Mais ici, c'est pas comme ça. Là-bas, voilà, c'est plus physique et brutal, féodal même parfois. Mais ici, c'est pas ça. On est en ville, on est dans la société et il faut recalibrer. Ouais. Mais dans ce même temps, dans ce recalibrage-là, tu as plus de liberté pour faire le rap. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu commences? Comment est ton rapport avec la musique, avec le rap à ce moment quand tu reviens? C'est très exactement à ce moment-là que j'ai commencé à côtoyer ceux qui faisaient de la musique de Cotonou. Ouais. Donc les Oscar Kidjo, les Rock des Dégbé, en fait, tous ceux qui faisaient quelque chose à cette époque et qui étaient à Cotonou, on les côtoyait. Ouais. D'une manière ou d'une autre, on les côtoyait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le studio d'Oscar Kidjo, beaucoup de temps. Donc dès que j'avais pas cours, dès qu'il n'y avait pas d'activité au CCF, dès qu'il n'y avait pas ceci ou cela, paf, j'étais là-bas. Rien que pour regarder, écouter, voir comment les choses se faisaient. Donc j'ai vu par exemple l'album de Kiri Kantan, le célèbre qui est resté à perpétuité là. Et ben j'étais là, j'ai vu, j'ai regardé, j'ai appris et beaucoup d'autres. Donc c'est précisément en étant à l'année où je suis revenu ici que pouf, beaucoup de choses ont commencé à pétiller, former un nouveau groupe à Cotonou, revoir les collègues de là-bas quand ils revenaient du genre Sergent Marcus et tous les autres. Bref. Donc là, on est dans les années 90, c'est ça, en plein dans les années 80, milieu des années 90 disons 13, par là. Ouais. J'ai eu le bac en 96, donc ça doit être 93, 92, par là, quelque chose comme ça. Et le visage du mouvement, parce qu'à l'époque, je pense que c'était vraiment le mouvement hip-hop, ça ressemblait à quoi à cette période-là? C'était des cargaisons de jeunes passionnés, complètement prêts à tout donner, tout sacrifier, qui faisaient des distances sans nom à pied pour pouvoir participer aux événements c'était ça. C'était un lot de jeunes de 12, 13 à 18, 20 ans qui étaient tous, dans tous les collèges, dans tous les quartiers. Il y avait des groupuscules comme ça de gens qui étaient des passionnés. C'est la grande chose que je retiens, ça. Oui. Mais d'où est-ce que cette passion est venue et qu'est-ce qui explique que cette passion a embrasé toute cette jeunesse-là à cette époque-là? Si je dois en fait faire le parallèle avec moi, quelqu'un disait que on ne peut parler de la vie que de son point de vue. Je n'ai vécu la vie qu'à partir de moi. Donc, et il disait, moi par exemple, j'aimais ceci, j'aimais cela, Benny B, les premiers ceci, les premiers cela, on écoutait tout ça. Mais s'il y a un moment précis, c'est quand j'ai pris les écouteurs d'un de nos aînés, Nda Gildas, il est colonel, il était para, maintenant je crois qu'il doit être chez les sapeurs-pompiers. Lui, le système des internats, il y a des correspondants, machin. Donc, son correspondant lui avait envoyé des cassettes. Et il y avait une cassette de MC Solar, le premier album.
Je me souviens encore comme si c'était hier. Je lui ai pris ses écouteurs, j'ai mis sur mes oreilles et j'ai entendu Solar. Extraordinaire. J'ai eu le sentiment que, mais c'est exactement ça. Donc, je suis tenté de faire le prolongement et de dire, c'est ce qui a dû arriver à beaucoup d'autres jeunes aussi, de se retrouver au contact de cette vibration. Le rap, c'est une musique de jeunes. Hein. Oui. Je veux dire par là l'énergie de cette musique. C'est une énergie de jeunes. Exactement. Donc, ça ne m'étonnerait pas que si tu as une certaine vibration en toi et que tu te retrouves en contact avec ça, quelque chose va te parler. Tu vas dire, merde, mais c'est exactement ça. Et partout où il y aura quelque chose comme ça, tu vas lutter pour te rapprocher de ça. Parce que ça te fait du bien. Et ça te faisait du bien, ça faisait du bien à toute une génération. Est-ce que tu te souviens de ton premier pas en studio? Est-ce que tu l'as fait dans cette période-là? Oui. Oui. Ça ressemblait à quoi? C'était chez Rock DDB. C'était un des concurrents d'Oscar Kidjo qui était d'ailleurs dans la même zone de Cotonou. Et avec un ami, on avait formé un groupe. Il s'appelle Eric B, il est décédé, paix à son âme. Et avec Eric, on s'est dit, bon voilà, on cotise, on se trouve, je crois que c'était 15 000, je crois, à l'époque, avec 4 pistes. Et c'est là où, avec Eric, on a commencé à découvrir comment ça se construit, la musique. Les boîtes, c'était des boîtes à rythme. Les boîtes à rythme, les compléments de guitare, etc. Et donc, mes premiers pas en studio, je devais avoir 15 ans. 15 ans. Et tu fais tes premiers textes? Oui, pour les textes, c'était beaucoup plus tôt. Parce que je me considère comme un enfant des mots. Parce que même à la maison, il y avait déjà une grosse bibliothèque chez le vieux. Donc, j'ai beaucoup lu très jeune. Hein. Donc, les textes, pour les textes, il y a longtemps déjà qu'on en écrivait des tonnes. Et on s'améliorait, jusqu'à en venir à des choses qui, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et petit à petit. Et ta première scène? Si c'est pas Bégamin, ce sera au CCF, Institut français d'aujourd'hui. Je crois bien. Mais après, il y a eu des collèges, mais les souvenirs commencent à être brumeux. Donc, Mais c'est toujours autour de 16 ans, 17 ans. Hein. Avant, en fait, qu'on ne nous catalogue ou étiquette comme les têtes de pont du mouvement. Parce que cette période est aussi arrivée où dès que quelque chose de cette nature devait se passer, on nous cherchait. On ne m'appelait pas encore Ishak, c'était synthétique. Donc il y avait des Camerounais, des Gabonais. Il y a ça aussi. C'est-à-dire c'est des étrangers qui étaient quelque part un peu plus en avance dans ces ambiances-là, qui se retrouvaient à Cotonou. Donc, fatalement, on les croisait beaucoup. Et donc, des affinités. Donc, le Tatou Clan, Hassan Issa, Ousmane, son grand frère, Ouzidji, qui était à Golf. Bref, tout cela. Et Ousmane, en l'occurrence, j'espère qu'il nous suivra et qu'il se reconnaîtra. Ousmane Hassan Ouzidji, qui était à Golf, c'est un de ceux qui m'a permis d'être convaincu. Parce que c'était de la passion et tout, Mais avec lui, j'ai vu, il va en studio, c'était le studio de... Le gars qui était au bord de la lagune, quand on sort de l'ancien pont, il y avait quelqu'un là qui avait un cabaret, qui était au Canada et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Le nom va me revenir. J'ai vu que Ousmane, il allait là-bas. Quelques jours après, quelques semaines après, quand je venais voir son frère et que je le voyais, il avait fait 1 son, 2 sons, 3 sons. Il me dit, je suis en train de faire mon projet d'album. En écoutant la qualité de ses textes, il écrivait des choses phénoménales. Hein. Et tout ce bouillonnement-là m'a permis d'être convaincu que, il y a matière à faire là-dedans.
et que tu avais ta place dedans. Bah, tu as vu le rap béninois naître, tu l'as vu se chercher, tu l'as vu se transformer. Avant de revenir même à cette période-là, on va faire un bond dans le futur. Qu'est-ce que la nouvelle génération ignore totalement de ce combat? Parce que finalement, vous n'en étiez pas conscient, mais c'était un combat que vous meniez. Qu'est-ce que tu penses que la nouvelle génération ou les générations d'après n'ont pas saisi de ce combat que vous avez mené? Le rap, c'est une musique de combat. Au début, il y a une évolution normale des choses, effectivement. Au début, c'était une musique de combat. Ouais. Si tu n'avais rien à défendre, rien à... Pourquoi le rap, ça va t'exciter? Et puis, progressivement, les écritures sont devenues un peu plurielles. Il y avait des raps de lovers, il y avait des raps de gens qui voulaient jouer avec les mots, etc. Mais la grande différence par rapport à aujourd'hui, c'est... J'ai l'impression que les jeunes rappeurs ne prennent pas conscience de leur impact, de ce qu'ils peuvent semer dans la tête des gens qui les écoutent, et notamment des jeunes, ce qu'ils peuvent laisser comme graines là-dedans. Et ça va pousser forcément. Donc si on ne les bombarde que de choses légères, on aura du mal à en tirer des choses subtiles ou complexes. Donc peut-être ils n'ont pas vu l'époque où le rap, moi, m'a permis d'être encore plus excellent. Parce que quand tu écoutes Ayam en première et que tu découvres Cheikh Anta Diop et tu te mets à le lire et personne dans ta classe ne lit ça, quand tu découvres des mots et qui te mènent à fouiller le dico jour après jour, semaine après semaine, ça m'a permis d'être encore plus efficace à l'école. En tout cas, cet aspect, il a un peu fondu. Oui, clairement. Clairement. Et avec du recul, qu'est-ce que le rap t'a appris sur l'homme? Ouais, que l'homme est une machine à vivre. C'est-à-dire que, quel que soit comment, l'être humain, il s'en sort, il se démerde. Quel que soit comment. Tu peux les enfermer dans un volcan. S'ils ne crèvent pas tous, eh ben, ils vont trouver un chemin. Ils vont trouver une manière, quelque chose pour faire. Et le rap m'a appris ça sur l'homme. C'est que l'homme est terriblement résilient. Terriblement résilient. Quel que soit ce que tu vas infliger à quelqu'un, si une idée centrale l'habite et qu'il ne la laisse pas se faner, tu peux tout faire. Un homme, c'est sa tête, c'est ce qu'il pense. Et si tu peux rien contre ça. Donc, autant travailler à faire évoluer ce qu'il a dans sa tête plutôt que de vouloir le contraindre à renier ça. Un homme, c'est sa tête. Le rap m'a beaucoup appris ça. Dans ces années rap, après le bac, ou quelques années après, tu me diras, tu t'envoles pour la France pour poursuivre tes études à Toulouse. C'est pour faire des études de quoi? Économie. Économie. Ok. J'ai dû choisir ça par atavisme, en imitant. C'est que, parce que mon père était économiste, donc on imite un peu. Donc j'ai pris ces études-là pour ça. Mais sur la route, je me suis vite rendu compte que voilà, ça m'intéresse, j'ai compris, mais je veux aller dans d'autres couloirs voir ce qui s'y passe. Donc c'était pour de l'économie. Ok. Et à cette période-là, être étudiant noir, africain, qui arrive en France, ça ressemblait à quoi? Être africain, être noir, parfois on s'en rend mieux compte quand on est loin. C'est-à-dire, en France, on croise toute l'Afrique. Au Bénin, on côtoie des Béninois. Mais arrivé en France, tu vois toutes les nationalités et tu vois aussi certains traits communs de nous, Africains, nous, Noirs, là. Et j'ai vu qu'il y avait du boulot. À quel niveau? Il y avait du boulot. À quel niveau? D'abord, quelque chose qui m'a vraiment choqué, je ne m'exclus pas du problème. Je dois même faire partie du cœur du problème. Mais
en supposant que ça ait évolué, on avait de grandes difficultés à faire bloc. Les Africains et les Noirs. Si on t'explique, ça va prendre du temps. Il va falloir beaucoup d'arguments. Mais quand tu le vis, quand tu le vois, là, on n'a pas besoin de rajouter des mots. Tu vois que on n'est pas unis. Mais qu'est-ce qui nécessitait que vous fassiez bloc, par exemple? Tout. Ok. Tout. Juste le fait d'être noir, ça vous... Non. En France, être noir, ce n'est pas rien. Ouais. Tu te rends compte, concrètement, que, attention, il y a des portes qui se ferment, il y a des attitudes, il y a des opportunités difficiles il y a beaucoup de choses, tu te rends compte que, ce n'est pas rien. Et je crois que si ça a persisté, et si c'est parfois même devenu beaucoup plus touffu et compliqué, c'est parce qu'on ne faisait pas bloc. Ouais. On ne se rendait pas compte que nous sommes dans le même bateau. Hein. Il n'y a pas de Congolais à part, de Togolais à part, de Sénégalais à part. Hein. Absolument pas. On est dans le même bateau. Les gens là-bas, quand ils te voient, ils ne voient pas ça. Ils voient un Noir. Ils voient un Africain. Et avec tout ce qui va avec. Et là, tu te dis, mais... avec ce qu'il y a en face là, pourquoi on ne fait pas bloc? Pourquoi le problème d'un Camerounais n'est pas le problème d'un Sénégalais? Pourquoi on ne fait pas bloc? Et c'est ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je me rends compte qu'il y a des questions vraiment, c'est extrêmement profond. Et il faut avoir vu, c'est difficile à expliquer. Parce qu'on va se dire, en étant au Bénin, les jeunes, les Africains, j'étudie, je cartonne, je vais m'en sortir. Mon frère, si c'est comme ça, en fait, tu vas t'occuper que de toi. Mais si tu es conscient que c'est... Quand on te voit sans savoir qui tu es, on voit un Noir. Oui, donc c'est l'opinion qu'on a des Noirs qu'on te porte. Ouais. Et donc, il y a un travail à faire évoluer en tout cas. Ouais. Et tu continues la musique? À Toulouse? Oui, à Toulouse. Beaucoup plus que jamais. Ouais. Parce que là, tu as d'autres ouvertures, d'autres possibilités. Là, j'étais un peu dans l'œil du cyclone. Ouais. Je suis venu trouver d'où partaient les beats, d'où partaient les MC qu'on écoutait, comment ça se passait, l'industrie, le terreau, d'où sortent les rappeurs que j'ai écoutés. Ouais. Donc, comprendre en fait le contexte de leurs textes et de leurs attitudes. Et mieux comprendre en fait la musique que je pratiquais. Ouais. Et comme arrivé là-bas, on n'a pas de beatmaker, on n'a pas de soutien et tout ça, j'ai commencé à vraiment me concentrer sur les beats, comment les faire. Okay. Mais pendant 2 ans, j'ai observé, beaucoup absorbé, beaucoup sorti écouter, regarder comment ça se passe, les caves, les concerts, les studios, regarder. Et à partir de la 3e année, j'ai acheté des outils, j'ai commencé à bosser, mais sauvagement. Ok. Tu sais, cette émission va être diffusée également sur Bip Radio. Et sur Bip Radio, c'est une émission musicale. Donc, je vais te demander, quand tu te rappelles de cette époque-là, quel morceau de musique, qu'il soit de rap ou d'autres musiques, te vient à cette période quand tu es en France, quand tu es dans l'œil du cyclone, comme tu dis, un morceau, quand tu l'écoutes, ça te ramène direct à cette époque? L'école du micro d'argent. NTM aussi. Oui. Il y avait aussi des tueries de Booba et Ali à l'époque. Oui. Solar commençait à ne plus être trop vu. Oui. Mais c'est ça, hein. C'est les morceaux que j'ai écoutés et qui m'ont vraiment accroché, ça. Ouais. Et il y avait beaucoup de groupes, hein. Il y avait Kerry James, il y avait... Ouais, parce que là, tu devais être dans la période 97, 98, vraiment l'âge d'or du rap français. Oui. Ah ouais, non, là, ça devait être... Cette tranche-là, c'était... Non, c'était exceptionnel comme période. Quand tu écoutes Skyrock, t'hallucines, quoi. Ouais. Tu hallucines. À chaque fois des nouvelles sorties, à chaque fois encore plus performantes. Et c'était waouh. On était
dopé, quoi. On avait envie de performer à fond. C'était vraiment cool, oui. Et à cette époque, est-ce que tu te dis, je vais faire du rap mon boulot? Est-ce que tu te dis ça? Est-ce que tu as envie de faire carrière? Je ne sais pas. Ok. En fait, on ne sait pas. Au fond de toi, tu te dis, j'aimerais bien faire comme ces devanciers-là. J'aimerais bien que des jeunes m'écoutent quelque part et que je ne les vois jamais de ma vie, mais que mes textes aient un impact sur leur vie. J'aimerais bien. C'est ce qu'on se dit. Et puis on bosse. Mais puisque t'es pas encore rentré dans le mécanisme, tu ne sais pas. Mais tu espères, tu te dis oui, ça m'intéresse. Et tu espères, tu travailles. Et c'est comme ça que j'ai croisé des gens comme Dreamcatcher. C'est un musicien phénoménal, un métis malgache, et qui m'a fait halluciner par l'étendue des instruments qu'il jouait, quoi. C'était monstrueux. Il jouait toutes les sortes de guitares, il jouait au clavier des choses hallucinantes. J'ai appris énormément à ses côtés. J'ai aussi croisé un Marocain qui s'appelle Yacine, qui chantait, il a fait le piano classique, conservatoire et tout. Donc le côtoyer t'apprend des choses. Parce que moi, la musique, c'est par le côté instinctif, quoi, qu'on est rentré dedans. Donc là aussi, tu découvres, t'écoutes, tu dis tu apprends des choses à leur contact. Et ce séjour en France, parce que tu rentreras au pays quelques années plus tard, qu'est-ce que tu gardes de ce séjour-là? J'ai beaucoup appris. Cette période m'a permis d'ouvrir mon esprit vraiment vaste, d'accueillir énormément de connaissances nouvelles, aussi beaucoup d'orientation d'esprit que je n'avais pas, simplement parce qu'ici, j'étais pas en contact avec... Tu n'avais pas accès à ça. Voilà. Donc, déjà, quand tu vas à la montagne, à la neige, et tu découvres des gens ou des choses comme ça, forcément, ça t'amène vers... Et puis après, quand tu as l'occasion et que tu bouges, et que tu vois un peu à l'intérieur de la France, dans les villages, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français. Bon, ils comprennent français comme je comprends fond, quoi. C'est-à-dire, ils parlent le minimum. Et tu découvres que, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on croit que, mais en voyant ça concrètement, tu te dis, voilà, donc c'est ça la France. Et puis, faire aussi la différence entre la France et les Français. C'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La France, c'est un concept. C'est un cercle qui dirige les Français. La France, c'est une idée, c'est un concept qu'on force tous les autres à servir. Mais les Français, ils sont comme toi et moi. Il y en a qui sont extrêmement cool. Et donc, ce qu'on pourrait accuser la France d'être, il ne te viendra pas à l'idée d'accuser ce genre d'individu de l'être. Donc, les Français, c'est des gens comme nous tous. Il y en a des voilà et des voilà. Et puis, la qualité aussi. Tu trouves des qualités d'individus là-dedans et tu te dis, c'est pas pour rien. L'esprit de sacrifice, quoi. C'est pas pour rien si le Français a rayonné comme ça, si la France a rayonné comme ça. C'est parce qu'il y a des processus, des mécanismes qui ont fabriqué des sortes de personnes qui font que, oui, ce pays a essaimé dans le monde de partout. J'ai déjà entendu certaines gens me dire que j'étais anti-français. Bien évidemment, ils ne connaissent pas mon background. Mais ensuite, je suis la dernière personne à qui on puisse dire ça. Moi, je suis incapable d'être anti-français. Incapable. Parce que c'est des Français qui m'ont tout donné à une certaine époque. Tout. La chance, l'occasion, l'attention, tout. Mais à quel moment je vais être anti-français? Non. Ma logique, c'est de réfléchir à comment optimiser le capital humain des Africains, des Béninois. Et pour faire ça, il y a des verrous qu'il faut faire sauter. Et évidemment, ça ne va pas sans friction. Quelques passages seront un peu abrasifs. Mais à l'arrivée, on n'est pas sur la Lune, on est sur la Terre. Donc,
c'est avec des gens qu'on construit la vie sur la terre. Donc, bref, j'ai aimé la France, j'ai trouvé ça formidable, j'ai aimé énormément certains Français, et je crois qu'il y a beaucoup de Français aussi qui espèrent que la logique de la France évolue. Ouais. Pour bien faire la scission entre la France et les Français. Ouais. Et tu as passé de merveilleuses années. Qu'est-ce qui te pousse à rentrer? Parce que rentrer à l'époque n'était pas à la mode. Oui. Et la plupart des gens, quand ils partaient, c'était pour rester, c'était pour se construire là-bas. Il n'y avait pas encore ce mouvement-là de revenir. Il y a plusieurs facteurs. Tu me demandes de m'auto-analyser comme un psy. Non, il y a plusieurs facteurs. Il y a primo le fait que c'est chez moi. Ce n'est que quand on s'en est éloigné qu'on constate en fait l'importance de cette chose-là. De fou. C'est chez toi, là-bas. C'est pas là, chez toi, c'est pas en France. Donc un jour ou l'autre, surtout que moi je suis resté en apnée, je suis pas rentré. Ok. Je suis pas revenu en vacances. Tout ton séjour là-bas, t'as fait combien de temps? 6 ans. 6 ans, non-stop. Oui, j'étais en apnée. Donc voilà. Au bout d'un moment, déjà dans mes études d'économie, je suis tombé sur pendant le concept de le capitalisme. Quel est le mythe, le noyau autour duquel se construit le concept là même? Économiquement, quand on veut passer par les chiffres et les formules, c'est le fait qu'il y ait toujours un facteur qui croisse tout le temps. Si ces paramètres-là ne croissent pas, l'économie stoppe. Le jour où, à l'université, j'ai eu ce cours et j'ai lu et relu, j'ai su que j'allais arrêter. Parce que je me suis senti comme je suis arrivé au bout. Rien ne peut croître à l'infini. Donc le capitalisme, c'est... Quand je dis capitalisme, ça fait un peu idéologie, non. C'est-à-dire, le système économique qui gère nos pays actuellement et la planète sait très bien que ni les individus, ni les ressources, ni les consommateurs, ni ceci, ni cela, ni les facteurs, ni... Rien de tout ça ne peut croître indéfiniment. Il faut faire croître quelque chose là-dedans, forcément, pour que la formule marche. Et donc, on va t'amener à jeter ton ancien appareil pour acheter un nouveau. Parce qu'il faut que quelque chose croisse. L'obsolescence programmée, c'est de ça qu'on parle maintenant. On va t'amener... J'étais choqué de voir qu'on produisait de la nourriture et après, on détruit pour garder le prix de cette nourriture sur le marché. Donc, en faisant la somme de tous ces facteurs, de se dire, mais comment c'est imaginable qu'on passe du temps de vie, de l'énergie, à produire quelque chose pour ensuite le détruire, juste pour garder des prix sur les marchés. Donc, à l'arrivée, c'est sûr, ce système a des points faibles saillants et il faut y réfléchir. Il faut construire quelque chose qui puisse... Si ce n'est totalement différent, mais en tout cas qui corrige un peu les angles morts et les défauts, quoi. Mais en tout cas, c'est à cette période que j'ai commencé à bifurquer. Donc j'étais en économétrie, économétrie. Au début, on appelait ça économie et gestion. À partir de la licence, ça devient économétrie. Nous, c'est plus statistique, plus de chiffres. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué. Je me suis inscrit en sociologie, d'abord en parallèle. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tellement de choses différentes que, j'ai quitté le couloir académique carrément. Ok. Et à ce moment-là, tu étais plus aligné en rentrant. C'est ça avec toi-même? Oui. Et en rentrant, comment tu revois ce pays que tu as laissé pendant 6 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant... À la fois choc et des chocs. Ok. Choc. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas remarquée.
où j'ai pas été informé. C'est l'impact de LC2 sur l'architecture mentale des gens, sur le profil psychologique et mental des gens. Ok. Cette télé, je ne sais pas s'ils se sont rendus compte eux-mêmes, peut-être bien, mais a débloqué le Bénin que moi j'avais connu en 96 en partant. Ouais. J'ai toujours souffert du fait que les gens étaient un peu cloisonnés. Il y a beaucoup de possibilités, c'est parce qu'on ne se permet pas de les apercevoir qu'on ne les voit pas. Donc je remarquais déjà que oui, il y a pas mal de gens quand même qui se limitent. Ils n'osent pas certaines choses, ils ne s'ouvrent pas vers cette... Mais le choc pour moi a été de constater que, je reviens en 2002, février 2002, quelques jours après j'étais embauché à Golf, mais quand je reviens, je regarde, je dis mais ça a changé. Le mindset, l'attitude, l'attitude mentale des gens. Et j'ai essayé d'expliquer ça. Okay. Et de questions en réponse, je me suis dit, voilà, c'est ça. Donc, le fait que on va dire basiquement que la population a été exposée à un média qui envoyait un certain type d'informations, de nouvelles informations, ça fait... C'est un peu l'effet de l'Internet un peu plus tard. Le fait qu'ils soient exposés à autre chose, mais ça les a ouverts. Et moi, ça a été la grosse différence que j'ai constatée. Les Béninois, ils sont devenus plus... Voilà, et c'était cool. Ok, d'accord. Et ton retour après 6 ans, est-ce qu'il est facile? Est-ce qu'il y a des automatismes que tu as perdus, comme quand tu es rentré du Prytanée militaire? Est-ce qu'il t'a fallu un temps d'adaptation? Surtout que quand tu rentres, tu dis quelques jours après, tu rentres dans le monde professionnel, ce qui est autre chose de quand tu es parti, de ce que tu as connu là-bas. C'est vraiment un nouveau game que tu rentres dans un nouveau game. Eh bien, je me retrouve à devoir gérer des choses que je croyais révolues. D'abord, le plus gros avantage lorsqu'on part étudier dans des pays développés, c'est d'abord ce à quoi on a accès en termes de connaissances actualisées, mais c'est aussi l'état d'esprit qui fait qu'on puisse arriver à cette situation-là. Donc, quand tu arrives, premièrement, actualise vite. On n'en est pas là. C'est différent. Il faut mettre du temps, patienter. Déjà, quand je suis arrivé, je venais de finir d'enregistrer mon premier album. La première version que j'ai bouclée à Toulouse et pressée, c'était fin 2001. Et quand je suis arrivé, je me disais, bon, je vais refaire une version locale. Parce que j'ai des collègues que j'ai retrouvés, les membres du RDS, Sergent Marcus, Radama Z, tous ceux-là, je les connaissais. Donc, il y a eu cette rupture de quelques années et je les retrouve maintenant. Tout le monde avait de l'énergie. Dans son... Tout le monde dans sa fonction et tout le monde avait vraiment bâti des fondations. J'ai kiffé, j'ai dit ok, il faut que j'actualise le disque. Il peut pas sortir comme ça, il sera comme un truc d'ailleurs quoi. D'où je reprends contact avec Logozo, on fait Meni Meni avec Radama. Je reprends contact avec Rabislo, Sergent Marcus, Don Métoc. Tous ceux-là, Mavdani, tous ceux-là ont participé à cet album. Donc déjà, ça c'était la phase faire des morceaux actuels qui expriment ce que je ressentais. Mais à côté de ça aussi, j'ai vu qu'on vendait des CD à 7 000, à 10 000. Une aberration totale. Comment? Moi, je ne peux pas acheter ça. Et qui achète ça? Même en France, un CD à la FNAC, non, ça ne coûte pas ça. Même rapporté à tes revenus, non, ça ne coûte pas ça. Et j'ai donc cherché à comprendre. Et là, j'ai vu, d'accord. En fait, on ne peut pas être adossé au Nigeria et réfléchir de cette façon-là.
Donc j'ai pris la route, je suis allé là-bas commander les disques et j'ai vu que ça revenait à 300 ou 400 de les faire là-bas. Et c'est comme ça que je suis allé commander mon disque là-bas, le premier album imprimé et tout là-bas. Donc, il y avait ces petits aspects-là aussi où je me disais, les gars, non, vous ne pouvez pas vendre des CD à 5000 même. Le Nigeria est juste là. Si vous ne voulez pas y aller, trouver quelqu'un qui va le faire, mais maximum, c'est 1000 francs. Ouais. Bref, il y a eu ces petites choses là où je me suis dit, il faut que les gars ajustent les curseurs. On est au Bénin, on est collé au Nigeria, on n'est pas en France, on n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. On n'est même pas au Gabon où les gens peuvent acheter des disques à 10 000, non. Donc, toutes ces petites choses-là, c'était, comment on dit, l'arôme de l'époque, quoi. Et tu viens, et je me rappelle à cette époque-là, il y a un single qui sort, qui t'installe. Je ne sais pas si le titre c'est J'aime. Oui, il y a J'aime, voilà. Un morceau à lui seul, il faut le raconter. Okay. C'est-à-dire que le titre J'aime, c'est un freestyle. Donc, pendant que je composais les beats, on en fait énormément toujours au début. Donc j'avais énormément de beats et je bossais sur une MPC 2000 et nuit et jour. Et je suis tombé sur ce beat, j'ai dit il est cool. Mais comme j'avais commencé à bosser avec ce musicien qui s'appelle Bruno Faderne, son nom d'artiste c'est The Dreamcatcher. Okay. Je me suis dit il faut qu'il rajoute sa touche. Donc c'est lui qui a rajouté les guitares, les relances, tout ça. Et une fois que j'avais le beat, je me suis dit mon album est déjà gravé. Qu'est-ce que je vais encore rajouter pour remplir? Je vais faire un titre qui rassemble la plupart des rappeurs que j'ai croisés à Toulouse. Et c'est de là qu'ils étaient venus une vingtaine de gars à gérer. Quand tu as payé pour des horaires de studio. Oh là. L'horreur. Ce morceau seul, ce freestyle, il faudrait raconter son histoire. Donc c'est comme ça que des gens qui ont percé plus tard, la plupart étaient déjà sur ce freestyle. Alpeco, tous les Sofa, même Buonani, Sofiel, bref, tous ceux-là étaient sur le freestyle. Et donc, j'ai taillé dedans pour en faire une version plus recentrée, mais finalement, le titre faisait 15 minutes et quelques. Et fatalement, quand on envoyait le CD dans les radios, il kiffait sur ça. Donc, ce morceau est beaucoup passé. Alors que moi, je focalisais mon attention sur Ce Soir. Ensuite, Phénoménal. Ensuite, je voulais faire Many Many. Bref, c'était ça, moi, ma logique. Mais J'aime. Est resté. Là, tu es de retour. Tu as un album qui est lancé. C'est quoi lancer un album à cette période dans les années 2000? Je pense que c'était le début de l'effervescence. On était en pleine effervescence même du rap béninois. Je pense RDS était en pole position. Il y avait Sakpata Boys, Radamazet, comme tu as dit, tous ces noms que tu as cités. On avait une très belle scène hip-hop à ce moment-là. Et je pense que c'est l'époque du premier HKH également. Exactement. Sur lequel tu étais. Je suis tombé pile dedans. Donc, comment tu ressens l'énergie hip-hop à ce moment? Je dois remercier la vie de me faire toujours croiser des gens, des personnes valables. Donc, tu parlais du lancement de cet album-là. J'avais croisé, pendant mes études à Toulouse, quelqu'un qui s'appelle Anderson Nimansou. Et on a gardé le contact. Donc, dès que je suis rentré, je suis allé le voir. Lui aussi était rentré 1 ou 2 ans auparavant. Et on a discuté, des nuits. Et finalement, je lui ai dit, voilà, moi, j'aime mon premier album. J'ai commencé à réactualiser. Et je voudrais bien le sortir dans les règles, quoi. Il a dit, ok, si c'est ça, moi, je rentre dans la danse, je suis partant.
Et il a, avec son associé, Lai, Abdoulaye, donc Lai et Son ont monté une structure qui s'appelait LS Music. Et c'est donc LS Music qui a chapeauté la finalisation de la version Bénin de cet album et le lancement. Et le lancement, puisque tu en parles, il y avait... Bon, on a tous grandi en étant fascinés par des Gégé Viqué, Jonas Petro, Sabon, Danielou, etc. Et là, à Golf, puisque je bossais comme journaliste, animateur, ben, je croise Jonas et je dis « Waouh, voici un des monstres que j'ai toujours voulu rencontrer. » Et bizarrement, le courant passe. Et donc, on reste en contact. Et donc, je vais chez lui. Et donc, il me raconte. Il me fait écouter. On bavarde, etc., etc. Et quand j'ai voulu faire mon lancement, je me suis dit, bon, ancien, on va avoir besoin de toi. Et c'est comme ça que, en fait, c'est sous son couvert, c'est mon parrain, en fait. C'est sous son couvert qu'on a lancé ce disque-là. Et donc, il a joué en première partie du lancement pour ouvrir un peu les portes dans cette direction-là. Et ensuite, j'ai fait le lancement de mon disque et c'était au CIC, dans la salle rouge, là. Et voilà. Donc moi, c'était un peu le pic de tout ce qui se passait à cette époque-là. J'ai beaucoup aimé. Même si, après ça, énormément de courbatures, de fatigue, de questions multiples à gérer. Mais ça, c'est la route. Mais quand tu sors cet album, j'imagine, tu as des attentes par rapport au marché, par rapport à ta carrière? Bizarrement, non. Non. C'est-à-dire, attentes, et si tu veux, on peut préciser, mais je ne m'attendais à rien de particulier. Ok. Ce que je voulais, c'est que ce disque atteigne les oreilles de nos jeunes, des gens comme moi, à l'âge que j'avais à l'époque, et des plus jeunes. Parce que d'expérience, je sais, on ne sème jamais en vain dans la tête des jeunes. Jamais. Donc, si on plante des graines, ou ils suivent ce courant, ou ils s'opposent et ils font le contraire, mais en tout cas, c'est jamais en vain. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, ma préoccupation, que mes titres passent, que ça circule dans ce pays, que c'était ça mon but. Tu n'avais toujours pas d'ambition de faire une carrière dans la musique réellement? Si. J'ai envisagé ça. Mais tu t'imagines bien qu'en planifiant la sortie de ce premier disque, j'ai tâté beaucoup de choses. Donc j'ai vu Gap, j'ai vu d'autres gens qui étaient influents. Et tout ce monde m'a amené à une conclusion. La machine n'est pas installée. Elle est encore en construction. Et il y avait cette lucidité-là à l'époque, tout de suite. Ah oui. Tu n'es même pas allé dans un... J'avais déjà vu beaucoup d'autres choses auparavant. Donc j'ai pu en même temps faire la comparaison et dire non, la machine n'est pas installée. Il n'y a aucune structure. Il y avait, on parle de 2002, il n'y avait aucune structure en place capable de prendre ce disque et de le mener en accord avec le rêve qu'on avait au départ. Il n'y en avait pas. Donc, les artistes en général sont sensibles. Tu n'as pas besoin de leur dire. Quand ils sont quelque part, ils sentent ce qui se passe. Voilà. Donc, toi, tu te tracasses, voilà, tu fais ceci, cela, voilà, mon album, je veux faire les choses dans les règles. Voilà, j'ai des gens qui tiennent le poste de manager, des gens qui tiennent le poste de producteur. Et en attendant, ce n'est que par passion ou parce qu'on se connaît et qu'ils veulent bien accompagner, voilà, par amitié. Tu viens au Bébedra, c'est un foutoir monstre. 2002, c'était un foutoir monstre. Tout était en désordre dans tous les sens. Il n'y avait pas une personne à qui on pouvait s'adresser pour avoir des choses claires et nettes. Et tu subodores comme ça l'esprit de... comment je vais appeler ça?
c'est des gens, en fait, qui étaient là juste pour prendre pour eux, quoi. Ouais. Pour s'en tirer, Ouais. trouver pour eux, et puis c'est tout. Leur objectif n'a jamais été de servir la musique ou les artistes. Ouais. Le ressenti que moi j'ai eu, c'était ça. Et je me suis dit, bon, ok, Laurent, laisse tomber. Ouais. Donc on a acheté des timbres pour pas être venu pour rien. Ouais. Mais après, on a déposé les dossiers, mais j'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Ouais. Est-ce que tu estimes que le pays a tué ton rêve de carrière? Non. 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 C'est ce que c'est, quoi. C'est-à-dire, il y a ce qu'on peut s'imaginer, mais la réalité, c'est la réalité. Ouais. Et non, le pays n'a pas tué mon rêve. Hein. Il a fait que je suis devenu autre chose. Et j'ai évolué de différentes autres façons. Ouais. Mais c'est clair que j'aurais voulu faire passer ce premier album, dans la foulée, au bout d'un an ou deux, amorcer le deuxième, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais après, il fallait bosser à golf, il fallait bosser autre chose à côté. Donc, il y a ces contraintes qui commencent à peser. Ensuite. Donc, non, le pays n'a pas tué mon rêve. Simplement, il l'a modifié. Et c'est en constatant qu'il n'y avait pas des structures en place, efficaces, que j'ai monté l'Académie N Dimension. Parce que j'ai fait golf 2002-2003. Mais j'avais envie de participer plus profondément. Tout commence au studio, là où on fabrique les artistes, là où on fabrique la musique. C'est là où il fallait retourner. Donc on a monté un studio. Et là, j'ai vu des forêts de rappeurs, de musiciens, de MC. Mais voilà. Et mon but, c'était de prendre 1 an ou 2 pour développer la version de rap et de hip-hop que j'avais envie de voir exister. Avec toute l'histoire que j'avais vécue en France, ce que j'ai appris là-bas, je voulais transvaser ça ici en le reparamétrant par rapport à ici. Donc, ce qui a donné Calibre Volcanique, Sista Cash, Ghetto Quiz et d'autres jeunes comme ça. Pour moi, Calibre, c'était le sommet du sommet. Les jeunes que j'ai croisés en studio, Calibre Volcanique était... D'abord, c'est parce qu'ils m'ont fasciné que je les ai ramenés directement et que c'était verrouillé que c'est le groupe résident, ça. Non, ils étaient extrêmement forts. Ils rappaient en fond, en goût, en français. Ils étaient magnifiques. Et justement, cette académie-là a participé à ce qui va être, je veux dire, la 3e génération de rappeurs au Bénin. Effectivement. Et comment tu as vu l'éclosion de cette génération-là et qu'est-ce que tu penses de ce qu'elle est devenue, de comment elle a évolué? Non, elle a été victime des mêmes pesanteurs que celles qui nous ralentissaient, nous aussi. Et tu tournes, tu reviens. C'est à Gap qu'on va te présenter. C'est Guru Record. Tu tournes dans Cotonou, dans Bénin, dire que tu cherches un label, producteur, machin. On va te ramener à Guru. Bon, à part Guru, il y a quoi? Il y a des choses comme ci, comme... Donc, eux aussi, fatalement, bon, après, il y a eu Top Showbiz qui a battu un travail qui devait être fait. Il n'y avait pas la colonne vertébrale distribution. C'était... Il a fait un travail phénoménal. Moi, je vais lui être reconnaissant aujourd'hui que j'en ai l'occasion. Et Charles Dimadja. Il a fait un travail exceptionnel. Maintenant, tout, on n'est pas sur la lune, on n'est pas dans les rêves. La réalité, c'est la réalité. Donc, il y a forcément des choses qu'on peut lui reprocher. Mais moi, à titre personnel, je mets ça de côté immédiatement parce que l'action a ses propres règles. Il y a ce qu'on anticipe, ce qu'on s'imagine, mais une fois qu'on est in situ, non, il faut lire le périmètre et faire ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, Top Showbiz, formidable travail. Ce qu'il a permis à
tout le milieu de la culture et du show business de déployer pendant ces années d'exercice. C'est monstrueux. C'est phénoménal. Je suis curieux de savoir, tu écoutes toujours de la musique? Oui. Ouais. De toutes ces années, pour toi, c'est quoi? On va rester dans le rap parce que bon, on aime bien le rap, on est des rappeurs. Là d'où on vient, c'est quoi ton top 3 all time du rap béninois? Béninois? Ouais. Ah ouais. Tu veux que je me fasse des ennemis? Ouais, aujourd'hui tu peux te faire des ennemis. Non, fais-toi plaisir. Bon, de toute façon. Ouais. Non, après tu sais justifier tes choix. Donc je comprends ce que tu dis. Non, de toute façon, il y aura KC, il y aura RDS, et il faut se rendre compte aussi de l'impact qu'avait Adama Z. Migbe, me dit Tafou, Migbe. L'impact de ce son en 2002, c'est monstrueux. Donc, j'en suis déjà à 3. 3, ouais. Non, si c'est ton top 3, c'est ton top 3. Non, hein. Je cherche. Ouais. Tu vois, je dis que je vieillis. Il y a des choses qui remontent doucement par l'escalier. Ouais. Non, mais oui. Casey, pourquoi Casey? Si tu n'es pas malhonnête, si tu n'es pas un aigri congénital, et que tu as écouté Casey à cette époque, tu vas te mettre au garde à vous. Ouais. Si tu es quelqu'un de vénéneux qui ne veut du bien à personne, tu peux dire le contraire. Mais Casey, en matière de rap... Ouais, c'est un grand MC. Ah mais attends. Attends. Une chose est de savoir courir vite. Une chose est de savoir sauter haut. Une chose est de pouvoir faire 100 pompes. Mais le gars qui fait tout, tu ne peux pas le comparer à... Non, c'est à part. Et Casey, moi, c'est l'effet qu'il a eu sur moi, c'est ça. Je me suis retrouvé... Je ne me rappelle plus. Je devais déjà être à Golf et c'est Magic ou quelqu'un qui m'avait ramené dans un studio d'un gars qui s'appelle Aïe. Aïe Gérard. Voilà, voilà. Et c'est là où j'avais croisé Casey la première fois. Donc, bon, tu sais, à cet âge-là, dans ces configurations-là, on se jauge. Ouais. Mais tout de suite, quand j'ai vu les résultats qu'il donnait devant l'ordinateur en tant qu'ingé son, le résultat qu'il donnait au micro, je me suis dit, ah, voilà quelqu'un. Donc pour moi, Casey, il n'y a pas à dire. Le jour comme la nuit, dans ce pays, si Casey n'est pas le numéro 1 de tout ce qui a pu exister en matière de MC au micro, donc il est deuxième. Ça ne peut pas aller plus loin. Et RDS, c'était ton deuxième choix? Pourquoi RDS? RDS parce que ils ont poussé tous les curseurs de ce business-là dans lequel on était. Le rap en français, le rap en fond, le rap légèrement teinté pour que ce soit plus pour tout le monde, etc., jusqu'à rentrer dans l'aspect business de la chose. Monter un festival, faire ceci, prendre des initiatives et tout ça. Non. Qui sont ceux qui ont fait autant? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, au moins, on peut déjà leur reconnaître ça. Et puis, c'était des très bons rappeurs. Moi, disons que c'est le côté business qui a un peu pris le dessus. Et l'art, c'est quelque chose d'étrange. Quand on veut sortir de la grotte pour contrôler l'art, le génie de l'art, il meurt. Le génie commence à se rétrécir. Ils n'aiment pas ça. Parce que nous tous qui avons pratiqué, on ne sait pas d'où ça vient en vérité. On ne sait pas. On peut argumenter, on peut aligner des mots pour dire, mais vrai, on ne sait pas.
Donc cette chose qui fait qu'on arrive à faire sortir des choses comme ça, elle n'aime pas quand on veut il y a des exceptions qui confirment la règle, mais en général, non. L'artiste, son job, c'est d'être dans sa rivière là, dans sa grotte là-bas, d'aller chercher des choses qui sont là-bas et de les ramener ici. C'est tout son job. C'est deep ça. Maintenant, arriver et exiger d'un artiste qui soit à la fois un maître du marketing, un maître du storytelling, un maître de... c'est injuste. Personne ne demanderait à un joueur d'être à la fois coach, machin, truc à la fois sur lui-même. Non. Ce qu'on veut, c'est voilà ton créneau, nique sa mère dans ce créneau-là. Voilà ce qu'on attend de toi. Mais pour le reste, non. Même pour de simples choses du quotidien, un artiste a besoin d'être accompagné. Parce que il y a cet aspect, là aussi, il faut qu'on en dise deux mots. C'est pas facile à porter. Le génie de l'art, en grand A, là. Pour moi, les artistes, les footballeurs, les écrivains, tout ça, c'est des artistes. Parce que jouer au ballon, c'est de l'art, en fait. Donc, eux tous, cinéma, théâtre, écrivain, sportif, machin, truc, tout ça, c'est des artistes. Ils ont besoin automatiquement de gens pour s'occuper d'eux. Parce qu'ils sont en contact avec des dimensions et c'est la vie qui leur a donné ce cadeau, mais c'est pas facile à porter. Il faut les entourer et les gérer. Je suis la voix du rap. Et je te demande, Ishak, pourquoi m'as-tu choisi ou pourquoi m'as-tu laissé te choisir? Parfois, c'est de la fatalité. Si j'étais né dans d'autres contextes, si j'avais vécu à d'autres époques, peut-être que j'aurais choisi autre chose que toi. Mais à ce moment, dans ce contexte, c'était toi ma préférée. Quand je suis entré dans ta vie, qu'est-ce que tu cherchais vraiment? Une voie, une échappatoire ou une vérité? Ou autre chose? Quelque chose qui m'excite. Quelque chose qui me donne envie. Envie de me bouger, envie de traverser des kilomètres à pied pour aller retrouver mes potes. Quelque chose qui me donne envie de courir, de faire quelque chose dans ce monde. Quelque chose qui m'excite. Qu'est-ce que je t'ai donné que personne d'autre ne pouvait t'offrir? Une certaine confiance en moi. Parce que avant de te rencontrer, j'étais très timide, très introverti, très cérébral. Et grâce à toi, en fait, maintenant, prendre la parole en public n'était pas simple avant toi. Mais avec toi, vous pouvez être 1000 ou 5000. Je dis ce que j'ai à dire. Donc, tu m'as apporté ça. Et qu'est-ce que je t'ai pris sans jamais te demander la permission? La tranquillité. Parce que, à partir du moment où tu prends cette route, comme on dit, nos instructeurs, on disait, l'action a ses propres règles. Il y a tout ce qu'on planifie, mais après, sur la route, il faut ajuster, parce que ce n'est jamais ce qu'on croyait. Donc, ce que tu m'as appris, je dirais, c'est ma tranquillité, mon innocence. Quels choix musicaux as-tu fait par conviction et lesquels as-tu fait par fatigue? Par conviction. Par conviction, j'ai voulu suivre ceux qui te servaient avant moi et que j'ai connus sur la route. Les IAM, les NTM, les Solar, tous ceux-là qui ont peuplé nos esprits, ben, je voulais faire comme eux. Bon, après avoir constaté
le rap, toi, rap, aujourd'hui, à l'âge que tu as, tu n'es plus comme avant. Donc, pour s'adapter un peu à ce que tu es devenu, ben, j'ai dû me décomplexer aussi sur certains côtés. Donc, je fais maintenant une musique que j'espère que tu vas pas renier. Quels sont les artistes qui t'ont obligé à écrire mieux? Encore une fois, IAM, NTM, Solar. Et lesquels t'ont donné envie de t'éloigner de moi? Ben, ceux qui pratiquaient un rap un peu trop vénéneux, un rap un peu trop pas positif, quoi. Moi, je suis obsédé par ça. Construire, rassembler, être positif, faire quelque chose, construire, faire converger les énergies. Mais dès que je croise des gens qui n'ont pas réglé certains problèmes avec eux-mêmes et qui polluent un peu le réseau, eh ben, ça va donner... Il risque de me donner envie de m'éloigner de toi. Y a-t-il des textes que tu as écrits trop tôt pour être compris? Absolument. Y a-t-il des choses que tu n'as jamais osé dire à travers moi? Oui. Oui. Des choses sur le niveau d'hyper-conscience que j'atteins parfois. J'espère de tout cœur que ça ne sera pas pris pour de la prétention. Mais des niveaux de... Ce n'est plus de la réflexion. C'est être en contact avec des vibrations, des désincarnés, des traces que des gens ont laissées il y a longtemps. Des traces en esprit. Hein. Donc... Comment formuler ça et ne pas passer pour... il a pété les plombs, il a trop fumé, lui. Ben, c'est juste qu'il y a des mondes dans le monde. Qu'est-ce que tu n'as jamais supporté dans ce que je suis devenu? Trop de rigolade. Au début, tu étais un peu le parrain de tous les jeunes qui voulaient voir le monde bouger, qui voulaient espérer construire un monde un peu différent, et donc qui se préoccupaient dès qu'il y avait des questions centrales, tu avais une poignée de rappeurs automatiquement qui écrivaient sur le sujet. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans le monde, plus personne n'a le temps d'écrire quelque chose de consistant là-dessus, que ce soit pour argumenter, pour donner leur point de vue, pour soutenir, pour combattre. Non, on rigole. Est-ce que tu as déjà eu honte de moi? J'aurais dit Joker, mais tu sais très bien que ça arrive. Donc oui. À quel moment tu as senti que je prenais une direction qui n'était plus la tienne? Quand j'ai vu qu'on signait des artistes en regardant leur nombre de vues et d'abonnés, là je me suis dit, bon, ils confondent les choses, c'est devenu autre chose. Est-ce que tu m'as quitté ou est-ce que tu as simplement pris du recul pour survivre? Tu sais très bien que j'ai voulu te quitter maintes fois, à maintes et maintes reprises. Je t'ai quitté, je suis allé prendre un boulot, je suis allé en agence, je suis allé à Lagos, je suis allé au Ghana, j'ai bougé juste pour te fuir, avoir un boulot, être un homme comme les autres dans la société. Mais nous voilà. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Ce que tu n'as pas fait avec moi ou ce que tu as refusé de faire grâce à moi? Ce que j'ai pas fait avec toi. Est-ce que tu penses que je me suis vendu
ou que j'ai simplement grandi sans t'attendre? Je te connais, donc je sais que tu ne t'es pas vendu. Je te connais. Donc, tu ne t'es pas vendu, je ne crois pas. Tu t'es juste adapté à l'époque, au contexte. Est-ce que je t'ai déçu? Globalement, non. Et je te dirais même merci. Et est-ce que tu penses m'avoir déçu aussi? Ça peut arriver, ça a pu arriver certains jours où je trouvais que tu en demandais trop. Certains jours ont pu être un peu plus sombres que d'autres. 30 ans plus tard, qu'est-ce que tu attends encore de moi? Ben, que tu me fasses cartonner dans tous les pays de la Terre, bordel de merde. Et que ce que je dis, ce que je pense, puisse me survivre. C'est le rêve de tous les rappeurs, s'ils sont sincères. Qu'est-ce que tu es prêt à me donner encore sans te perdre? Du temps, de l'amour, de l'attention. Oui, je suis encore prêt à donner ça. Mais je veux plus rêver. Je veux faire des choses, c'est tout. Si je n'étais plus qu'un souvenir demain, qu'aimerais-tu qu'on retienne de notre histoire? Quintessentiel. Many Many. Fidélité au mic. Vol 001. Des choses comme ça. Et aujourd'hui, si tu me parles encore, est-ce par amour ou par devoir de vérité? Par devoir. Vu tout ce que tu m'as donné, c'est un devoir. Donc après cette conversation avec le rap, nous sommes de retour et aujourd'hui, tu reprends la parole. Qu'est-ce que tu veux transmettre en tant qu'artiste et d'abord et en tant qu'homme? Et est-ce que tu fais vraiment la distinction entre l'artiste et l'homme Oui. aujourd'hui? Oui. Oui? Oui. Ok. Il arrive souvent qu'ils se confondent. Mais il faut tenter de les séparer le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que l'artiste, si on veut être sincère et aller au bout des choses, l'artiste n'est pas un homme... c'est un inadapté social. Parce que l'artiste, il n'est pas ici avec vous. C'est vous qui pensez quelque chose par rapport à ce que vous voyez autour de vous. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que ça signifie réussir dans le monde? Qu'est-ce que c'est ceci ou cela? Mais l'artiste, il n'est pas là avec toi. C'est un génie. C'est une vibration de l'univers, en fait. Et lui-même ne sait pas ce que c'est exactement. Donc, il y a eu des textes que j'ai écrits, il faut être fou pour penser que c'est... Parce que moi-même, après coup, je dis, waouh, qu'est-ce qui a écrit ça? Comment? Et c'est de la même manière aussi, si tu prends les grands auteurs, ben, ils ont le même effet, ils ont le même sentiment aussi parfois. Quand ils mettent toutes les pièces du puzzle côte à côte, eh bien, ils se rendent compte que, mais waouh, il faut forcément que quelque chose qui est un minimum supérieur à nous, t'es guidé, t'es orienté, sinon, c'est pas humain. C'est pas... Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux transmettre en tant qu'artiste? De la joie, de la positivité. Et surtout un minimum de... Est-ce que lucidité, c'est le bon mot? Un minimum de comprendre le monde
dans lequel on est et les complexités qu'il y a à l'intérieur. Et le cerveau de l'homme aime simplifier les choses. Tu sors un EP. Oui. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit, après tout ce temps-là, qu'est-ce qui te donne envie de continuer à... Non, continuer à écrire, je pense que ça, c'est dans ta nature. Mais continuer à sortir des projets, à parler. Qu'est-ce qui te donne cette énergie? Qu'est-ce qui te donne ce jus-là? C'est parce que tu as toujours le sentiment que c'est pas fini. Tu as toujours des chansons que tu te dis ah mais j'aurais voulu faire cette chanson. Parce que il y a aussi une chose. Avant d'être rappeur, on aime la musique. Ouais. Donc pour avoir écouté tellement de styles, tellement de genres différents, il y a aussi des angles en nous où on rêve secrètement d'une sorte de musique qu'on n'entend pas encore ou qu'on n'a pas souvent entendu ou que. Et donc, il faut à un moment se donner la chance de tenter voir. Ouais. Parce que est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te donne envie? Ben, moi, le type de morceau que je veux faire maintenant m'a suffisamment donné envie pour que je me remette en route avec quelques collègues pour m'accompagner et surtout me garder chaud. Ouais. Mais ça va ressembler à quoi, ce que tu vas nous proposer là? Ça va ressembler à des choses que tout le monde peut écouter. Ok. Plus besoin de cataloguer le rappeur. Bon, fatalement, je ne peux pas m'extraire. Ishak, c'est le solar béninois. J'ai bien envie de sortir de ça. Ouais. C'est de la musique. C'est tout. C'est un artiste, de la musique. Et c'est tout. Ok. Donc, just music. Yes. Non, c'est bien. C'est ça qu'on aime. Et ce projet, il prendra quelle forme? Justement, au début, j'étais un peu frileux parce que quand on a commencé à en parler avec Steven de Dolly Music, je me suis dit, ouais, ça m'intéresse, mais je croyais que c'était genre un single. Ouais, après tout ce temps, t'as plein de sons qui ont disparu de disque dur en disque dur. T'as plein de sons que t'as fait, que tu gardes toujours quelque part dans une archive ou un cloud. Ben, à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, quand on a commencé à parler avec Steven, je me suis dit, bon, au moins un single, on peut faire un single. Lui, par où il est passé pour me toucher? Il est passé par Full Sentimental. Tu connais ce morceau? Non. Full Sentimental. Ah, si. Et soif d'idéal. Voilà. Ok. Et il s'appelle Alain Souchon, je crois. Ouais. Donc un matin, 5 heures, ou même peut-être 4 heures du matin, il m'écrit par Messenger en plus. Et il m'envoie un petit bout d'un remix de ça qu'il était en train de faire. J'ai écouté. Je me suis dit, mais d'abord, je croise pas beaucoup de gens qui écoutent ce genre de trucs. Ok. Et donc, on a commencé à s'écrire, là, comme ça, ce matin-là. Et fil en aiguille, on a dit, ouais, bon, d'accord, je veux bien faire ce remix avec toi. Mais ensuite, j'aimerais aussi faire un morceau de telle sorte, ainsi de suite. Et voilà où on en est. Un EP, donc, de 5. À vrai dire, on en a un peu plus que 5. Mais je ne veux pas m'embarquer dans un truc kilométrique comme on faisait avant. Ouais. Truc court, maîtrisé, 3-5 titres. Et on parle d'abord de ça, on travaille sur ça, et après on verra la suite. Okay. Donc on en est un peu là. Ok. Et il sort quand? Le premier single est déjà bouclé, on a fait le clip. Le deuxième single aussi est bouclé. Donc le troisième, on collabore avec un ancien d'ailleurs de Calibre Volcanique qui est aux États-Unis. Et voilà. Il y a des trucs, des titres qui ne sont pas encore bouclés parce qu'on les laisse respirer. Comme le pain, avant de le faire, on le laisse gonfler.
Donc on laisse les morceaux respirer et on verra bien la forme finale que ça aura. Mais probablement une EP de 5 titres avec des singles qu'on va lancer successivement. Ok, bah écoute, on est impatient d'écouter ça. C'est ça, tu t'as créé une nouvelle sauce. Oui, c'est plus... comment on va dire ça? C'est de la musique plus aérée. Ouais. C'est des rappeurs qui font ça. Si tu as l'oreille, tu vas te rendre compte. Ouais. Mais ce n'est plus avec les contraintes. Ouais. Tu t'es affranchi des contraintes, des codes pour délivrer quelque chose qui vient de toi, tout simplement, en fait. Voilà. Bah, c'est bien. Bah, écoute, nous arrivons vers la fin, ou à la fin de cet entretien. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posé? Ou est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais faire passer, que tu n'as pas eu l'occasion de faire passer? Rien n'est perdu. Tout reste à faire. Ouais. C'est l'abbé Pierre qui disait ça. Un personnage quand même, celui-là. Ouais. C'est lui qui disait ça. Et je partage ça avec ceux qui vont nous suivre. Rien n'est perdu. Tout reste à faire. Ok. Bah, écoute, merci. Que les oreilles qui doivent entendent et comprennent la profondeur de ce message. Merci beaucoup pour ton temps. Non, merci à toi. Tu sais, il y a des personnages comme toi qu'on n'a pas l'occasion de croiser, même si on est dans le même milieu, voilà. Ouais. On les croise pas comme d'autres gens aussi, et c'était une bonne occasion de parce parler. Qu'on ne s'est jamais assis vraiment pour parler, et bah, c'était un moment fort agréable. Pour moi aussi. Ouais, bah écoute, très deep. Et bah, je me doutais que le personnage tu as confirmé ce que je pensais du personnage, et c'était vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux, et je pense qu'il y a d'autres discussions qu'on peut mener qui vont être tout aussi deep. Et bon vent à toi, bonne chance pour ce nouveau projet, et sois heureux, fais-toi kiffer. Le premier single, il s'appelle « On va danser le ». Ah, on va danser le. Ok. Voilà. Le. Ok. Il faudra compléter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Cotonou Boy Show.